Avez-vous déjà entendu parler d'un prisonnier si dangereux, si mystérieux, que le roi de France en personne aurait ordonné que son visage ne soit jamais vu, pas même par ses geôliers? Pas de nom, pas de procès, pas de tombe identifiée, seulement un masque, en fer, soudé, à jamais. Nous sommes en 698, dans l'épaisse obscurité d'une cellule oubliée de la forteresse de la Bastille. Là, sous des murs suintants d'humidité et de silence, un homme vit, ou plutôt survit, enchaîné, isolé et surtout défiguré par l'effacement de toute identité. Son visage, dissimulé derrière une structure métallique pesante, verrouillée de l'intérieur, sans ouverture, sans humanité. Mais ce n'est pas la cruauté du masque qui glace le sang. C'est la peur qui l'inspire au pouvoir. Car cet homme n'est pas un criminel. Ce n'est pas un meurtrier. Ce n'est pas un fou. C'est quelqu'un que le roi ne pouvait pas laisser exister. Un ordre venu du plus haut sommet. Le 18 septembre 1598, un ordre royal est signé, scellé, sans justification. Le prisonnier transporté sous haute surveillance devra rester masqué en tout temps. Tout contact non autorisé sera puni de mort. Le commandant de la prison, Bénigne d'Auvergne de Saint-Mars, est un vétéran des cachots les plus secrets de France. C'est lui qui avait déjà gardé ce mystérieux détenu à Pignerol, puis à l'île Sainte-Marguerite. Et voilà qu'il l'amène à la Bastille, dernier tombeau. Saint-Mars ne pose jamais de questions. Il sait que dans cette affaire, la loyauté vaut plus que la vérité. Même les gardes affectés à la cellule n'ont pas le droit de lui adresser la parole. Quand on leur apporte ses repas, il doit se tenir dos à la porte. Il ne doit jamais parler, jamais se montrer, jamais exister. Un prisonnier cultivé, mais effacé. Et pourtant, cet homme lit, il écrit, il médite. On raconte même qu'il avait des manières nobles, une voix calme et une culture d'un autre monde. Rien à voir avec les criminels ordinaires. Mais alors, qui est-il vraiment? Pourquoi un homme aussi calme et cultivé doit-il être rayé de l'histoire? Certains chuchotent qu'il a vu ce qu'il ne devait pas voir. D'autres affirment qu'il est né sous une étoile interdite. L'ombre des rumeurs. Dans les ruelles de Paris, les rumeurs courent plus vite que les corbeaux. Certains affirment que le masque n'est pas de fer, mais de velours. D'autres qu'il est l'œuvre du diable. Mais une rumeur, plus persistante que toutes, fait frémir les salons aristocratiques. C'est le frère jumeau du roi. Louis XIV aurait eu un frère né secret, peut-être même son aîné. Si cela était vrai, alors cet homme serait le roi légitime de France. Et pour protéger un trône construit sur le sang et le mensonge, mieux vaut une prison que la vérité. Mieux vaut un masque qu'une couronne en guerre. Silence, secret et une vérité prête à exploser. Un jeune soldat, trop curieux, s'approcha un jour de l'ancien geôlier. « Qui est cet homme masqué ?» osa-t-il demander. On lui répondit sans lever les yeux. « Plus tu en sais, plus tu risques d'être celui qui portera le masque après lui. » Le lendemain, le jeune homme fut muté, disparu des registres, le silence encore. Mais derrière les murs de la Bastille, quelqu'un commence à douter. Un homme venu des archives, un homme qui a vu des lettres codées, des documents brûlés trop vite, un homme prêt à ouvrir une porte que personne n'ose frôler. Et ce qu'il va découvrir risque de détruire l'image sacrée du roi Soleil. Il s'appelait Éloi de Rancé, un nom discret, sans titre ni fortune. Un archiviste royal, formé dans l'ombre, nourri par les parchemins, les sceaux brisés, les lettres effacées. Il ne portait ni épée, ni perruque poudrée, seulement des gants tachés d'encre, et une obsession pour ce qui ne devait pas être su. Et c'est dans les profondeurs d'un registre oublié, entre deux décrets de transfert de prisonniers, qu'il tomba sur le nom effacé. Pas un vrai nom, bien sûr, mais une initiale, un ordre codé. Dossier 366, suivre les instructions du roi, priorité absolue, visage masqué en tout temps, risque politique majeur. Un frisson lui parcourut l'échine. Des pièces manquantes, trop manquantes. Plus il cherchait, plus l'affaire devenait étrange. Le dossier avait été nettoyé, mais trop proprement. Pas de date d'arrestation, pas de motif, seulement des transferts. Pignerol, Sainte-Marguerite, Bastille, et toujours la même note, silence absolu requis. Et puis, une lettre. Non signée, mais avec le cachet royal. Cet homme ne doit jamais reparaître, qu'il vive, mais qu'il ne vive plus, qu'il respire, mais qu'on l'oublie. Éloi n'était pas soldat, mais il comprit. Il venait de poser le pied sur une terre maudite. Une visite à la Bastille, déguisée. Éloi savait que seul, il ne pouvait rien. Mais son père, ancien conseiller du duc de Lauzun,
avait encore quelques entrées. Sous prétexte d'un audit des stocks de papier et de registres à la Bastille, il obtint une autorisation discrète, très limitée, mais suffisante. Le 2 décembre 1798, à l'aube, il pénétra dans la forteresse, une muraille de pierre et de silence. On l'emmena jusqu'à l'étage des archives, mais Éloi s'était préparé. Il avait lu les plans anciens, mémorisé chaque couloir, et au détour d'un escalier interdit, il fit ce que personne n'avait osé depuis 30 ans. Il se retrouva face à la cellule. Le regard, derrière les barreaux, il ne vit pas le visage, bien sûr, mais il sentit la présence. Assis sur une paillasse, dos droit, l'homme masqué tenait un livre. Il ne bougeait pas, mais il savait. Il avait senti l'inconnu. Le garde, furieux, tira violemment Éloi par l'épaule. « Que faites-vous ici? Vous savez ce que ça vous coûtera ?» Mais Éloi n'avait pas peur. Pas encore. Il avait vu ce qu'il était venu voir, ou plutôt, ce qu'on voulait cacher. Une vérité interdite. Ce soir-là, dans la petite chambre qu'il louait près de l'Arsenal, il ouvrit un vieux carnet de famille. Et là, dans les notes de son père, un passage griffonné, presque illisible. 1661, naissance de 2 garçons, un secret que même Dieu n'aurait pas dû entendre. La sage-femme envoyée au couvent. Les registres falsifiés. L'un devient roi, l'autre fantôme. Éloi lâcha le carnet. Son cœur battait à tout rompre. Cela ne pouvait être une coïncidence. Il relut. Encore, encore. 2 naissances, une effacée. Et si le masque n'était pas une punition, mais une nécessité politique? Et si le roi Soleil n'était qu'un jumeau, celui qu'on avait choisi? L'étau se resserre. 3 jours plus tard, Éloi reçut une lettre sans signature, glissée sous sa porte. « Le silence est une vertu. Votre curiosité vous perdra. » Puis une autre. « Ceux qui cherchent derrière le masque finissent par le porter. » Il n'avait parlé à personne, mais quelqu'un savait, quelqu'un l'observait. Le jeu n'était plus celui d'un chercheur, c'était une course contre le pouvoir, contre l'oubli, contre la peur. Et dans l'ombre de Versailles, le roi lui-même allait bientôt sentir le souffle du secret revenir le hanter. Il y a des secrets qui s'effacent dans les cendres, et d'autres qui couvent comme des braises sous le marbre des palais. Dans les jours qui suivirent sa visite interdite à la Bastille, Éloi de Rancé n'était plus un simple archiviste. Il était devenu le porteur d'une bombe à retardement historique. Car ce qu'il tenait entre ses mains, des extraits, des dates, des allusions codées, formait peu à peu un nom interdit. Philippe, le frère, le double, le spectre, la peur au sein même de Versailles. À la cour, les murmures se faisaient plus discrets. On parlait d'un étranger qui posait trop de questions. On murmurait que le commandant de la Bastille avait été interrogé en secret. Des documents avaient disparu des archives. Un des scribes royaux avait été retrouvé noyé dans la Seine. Mais ceux qui savaient, savaient. Quelqu'un grattait trop près de la vérité. Et le roi n'aimait pas les démangeaisons. La confession du cardinal. C'est un homme au manteau rouge, un vieil ami du père d'Éloi, qui accepta de le voir en secret. Le cardinal de B, vieilli, tremblant, mais lucide, le fit entrer par une porte latérale du couvent. Il ferma les volets, prit un souffle, et murmura « Tu as raison, l'homme au masque n'est pas un criminel, c'est une erreur de naissance, un accident d'État. » Éloi pâlit, le cardinal continua. En 1661, la reine accoucha de jumeaux. Le premier, robuste, vigoureux, mais l'autre, faible, silencieux. Le roi, superstitieux, vit cela comme un présage. Le duc de Mazarin proposa une solution. Faire disparaître le second. Pas le tuer, le cacher. C'est ce qu'ils firent. Une nourrice isolée, des gardiens triés et un masque, pour s'assurer qu'il ne puisse jamais revendiquer quoi que ce soit. Éloi murmura. Et Louis XIV savait? Il a su. Tard. Trop tard. Et il a eu peur. Peur qu'un seul regard du peuple fasse basculer la légitimité. La machine de la peur se met en route. À partir de là, tout s'accéléra. Une nuit, Éloi retrouva sa chambre éventrée. Ses notes brûlées. Son oncle disparu. Sa nourrice d'enfance interrogée, puis internée. Quelque chose ou quelqu'un le traquait. Mais il avait encore une pièce maîtresse, une copie du carnet de naissance falsifié de la reine. Sur ce document, on lisait en latin, à l'encre pâlie, « Natus gemellus alter silaire de baie ». Le second jumeau est né, il doit se taire.
Une dernière tentative. Faire parler le masque déterminé à tout risquer, Éloi décida de retourner à la Bastille. Cette fois, pas pour observer, mais pour parler. Grâce à un garde corrompu, il parvint à se glisser une dernière fois jusqu'à la cellule. Il se tint là, face à l'homme masqué, et il chuchota, lentement. « Vous vous appelez Philippe, vous êtes le frère du roi, le premier-né, vous avez été effacé, j'ai retrouvé vos traces. » L'homme ne répondit pas, mais ses mains tremblèrent, et d'une voix rauque, à peine un souffle, il murmura « Tu ne devrais pas savoir cela. Mon silence est plus lourd que mon masque. » Puis, il tourna lentement le dos. La disparition. Le lendemain, Éloi fut arrêté. Accusé de vol de documents royaux. Aucun procès, aucune défense. On le transféra à l'île Sainte-Marguerite. Puis, plus rien. Disparu, effacé, comme celui qu'il avait tenté de libérer. Mais le bruit courait déjà. Des copies de ses notes circulaient. Des pamphlets anonymes évoquaient le roi masqué. Et à Paris, des voix chuchotaient. Le roi a un frère. Il vit, il attend. Oh. Le 19 novembre 1663, une ligne sèche fut inscrite dans le registre de la Bastille. Prisonnier inconnu, décédé, inhumé au cimetière Saint-Paul, corps masqué, enterré sous le nom de Marchiali. Aucune messe, aucun parent, aucune pierre tombale. Un homme venait de mourir, mais c'était l'oubli qu'on enterrait, un enterrement sans visage. Le corps fut transporté dans un cercueil fermé. Le masque ne fut jamais retiré. Même dans la mort, il n'était pas autorisé à exister. Même dans la terre, son nom devait rester un danger. Le commandant de la Bastille, Saint-Mars, respecta les ordres jusqu'au bout. Il mourut quelques années plus tard, emportant avec lui le dernier regard qu'un homme libre ait jamais porté sur le masque. La rumeur ne meurt jamais, mais le secret, lui, ne mourut pas. Car dans les cercles éclairés de Paris, on commençait à parler. Des brochures anonymes circulaient, des phrases codées apparaissaient dans les cafés philosophiques. L'un porta la couronne, l'autre porta la cage. Voltaire lui-même, dans une note privée, écrivit « Ce prisonnier masqué était un frère du roi. » Diderot soupçonna une conspiration d'État. Et bientôt, le nom de Philippe, frère effacé, devint l'un des plus grands mystères de l'histoire de France. Le destin d'Éloi quant à Éloi de Rancé, nul ne le revit. Officiellement, il était mort en mer, victime d'une épidémie à bord d'un navire à destination des colonies. Mais d'anciens archivistes racontaient une autre version. Il aurait été emprisonné dans une île au large, sans nom, sans procès, masqué, lui aussi, réduit au silence, comme s'il avait pris la place de celui qu'il avait tenté de libérer. Et Louis XIV, le roi Soleil vécut jusqu'en 1615. Jamais il ne mentionna l'existence d'un frère. Jamais il ne laissa filtrer un doute. Mais dans ces dernières années, plus reclus, plus sombre, il aurait confié à un prêtre, dans le secret de la confession, ce que j'ai dû sacrifier pour la France. Personne ne pourra jamais le comprendre. Le prêtre ne répéta rien, mais il pleura, une vérité effacée, mais pas oubliée. Et ainsi s'éteignit l'homme sans nom, sans visage, sans tombe. Mais chaque siècle, des voix se lèvent. Des écrivains cherchent, des historiens croisent des registres. Et parfois, à la lueur d'une chandelle, dans une bibliothèque oubliée, quelqu'un rouvre le dossier 366, quelqu'un relit les dates, les naissances, les silences, les initiales codées. Et cette question, toujours suspendue, avons-nous enterré un prisonnier ou un roi? Conclusion. L'affaire du masque de fer n'est pas qu'un mystère d'archives. C'est une blessure dans le récit officiel de la monarchie absolue. Une faille que même Versailles ne pourra jamais réparer. Car aussi longtemps qu'on tentera d'effacer la vérité, il y aura des hommes pour gratter le marbre et écouter ce que le silence essaie de cacher.